Merci beaucoup, chers téléspectateurs qui nous suivent sur Télévision. C'est le retour de votre émission Les Rendez-vous de la Diaspora qui pose aujourd'hui le débat sur l'organisation de l'élection présidentielle au Sénégal. Nous avons des invités qui nous viennent de différents partis politiques. Khadim Doye, secrétaire général de la coalition Benno Bokk Yakaar à Bordeaux, et Moussa Nguirane, qui est aussi le secrétaire général de la section de la cellule du PUR en Sud-Ouest. Bonjour Moussa. Oui, bonjour Ismaël. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir et c'est un plaisir aussi de partager le débat avec M. Kébé. Merci beaucoup, M. Nguirane. M. Khadim Doye également qui est avec nous, qui est le coordonnateur général de la coalition Benno Bokk Yakaar en Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Khadim. Bonjour Ismaël, merci pour votre invitation. Bonjour mon camarade de plateau et à travers vous, tous vos téléspectateurs et téléspectatrices de Seine-Vision. Merci beaucoup. Alors, le Sénégal, je vais essayer un peu de faire la situation actuellement. Le président de la République qui avait décidé de reporter l'élection présidentielle avant d'être rétorqué par le Conseil constitutionnel. Il a organisé un dialogue à l'issue duquel il voulait choisir une date pour aller aux élections présidentielles. Il avait retenu la date du 2 juin, sauf que le Conseil constitutionnel est revenu encore sur sa décision, disant que l'élection devait être organisée avant le 2 juin, avant le 2 avril, la date retenue pour la passation de service entre le président sortant et le nouveau président de la République. Alors, tout ce qui vient de se passer aujourd'hui, est-ce que cela signifie, M. Khadim Doye, que le gouvernement en place n'est plus le maître du jeu? Merci Ismaël pour votre invitation et permettez-moi à l'entame de mes propos puisque hier c'était la journée des droits, la journée internationale des droits des femmes, de manifester cette journée-là pour qu'on ait une société beaucoup plus juste. Pour le cas du Sénégal, il y a des avancées majeures sur les droits des femmes. Je pense qu'on aura une autre émission pour en parler. La situation politique sénégalaise, aujourd'hui, elle est un peu critique. Vous savez qu'on aurait dû faire des élections présidentielles le 25 février. Il y avait eu beaucoup de litiges concernant les candidats sur leur dossier de parrainage, sur le fait que le Conseil constitutionnel ait pu valider leur candidature. Et pour temporiser tout cela, le président de la République a souhaité révoquer son décret qui convoquait le collège électoral. Et dans ce sens, il y a un dialogue pour mieux trouver des solutions afin d'apaiser le climat politique, mais sans discréditer le Conseil constitutionnel. Raison pour laquelle le dialogue a été initié. Le dialogue a été initié. Je vais revenir encore sur ma question parce que vous n'avez pas vraiment répondu à la question. Je vais poser la même question à M. Nguirane aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le gouvernement sénégalais est le maître du jeu par rapport à tout ce qui est en train d'être dessiné sur le plan politique? Oui, Ismaël, merci beaucoup pour cette question très pertinente. Avant tout, je vais faire comme M. Khadim, vu que hier c'était la journée des droits des femmes et notre président de parti, Cheikh Mahamadou Moustapha Zessigui, disait que la femme est le baromètre ou reflète l'image d'une société modèle. Et je pense que la femme sénégalaise en est un exemple parfait. Et concernant votre question, oui, on peut dire évidemment que l'État ou bien le gouvernement a vraiment perdu le contrôle, il n'est plus le maître du jeu parce que le peuple a montré qu'il est souverain depuis que le président a sorti son décret pour reporter les élections présidentielles. Le peuple s'est levé, s'est révolté pour dire non et le Conseil constitutionnel aussi s'est rangé derrière cette volonté de la population sénégalaise, ce qui montre que l'État, le jeu ne l'appartient pas. Alors j'ai fait une remarque également, j'avais posé la question à votre camarade de parti qui était ici. Malgré cette décision du président de la République de reporter l'élection présidentielle, on a constaté que le PUR était encore sur le terrain en train de battre campagne. Est-ce que vous aviez cru au sein de votre parti que quoi qu'il en soit, l'élection présidentielle aura avant le 2 avril? Oui, tu sais, nous, le parti PUR, pour ceux qui nous connaissent, savent que c'est un parti très discipliné, mais aussi qui repose surtout sur des bases légales. Nous croyons à l'État, nous croyons à la République, nous croyons aussi aux valeurs institutionnelles. Et du moment que pendant ces périodes, nous savons que le seul juge qui peut vraiment parler des élections et qui a une base légale, c'est le Conseil constitutionnel. Et vu que le Conseil constitutionnel aussi n'a pas remis en cause ces décisions, du coup, nous pensons que toujours nous sommes dans une période
de campagne qui est vraiment légal, que la Constitution nous a permis. C'est pourquoi le parti a mobilisé tous ses troupes à travers des caravanes, que ce soit à Dakar, la capitale, mais aussi à l'intérieur du pays. Et on voit que voilà, aujourd'hui, l'histoire a donné raison aux militants du PUR, parce qu'au moment où certains partis politiques ont dit bah oui, la carte est déjà rangée, il n'y a plus le jeu, et bah, nous avons vraiment cru qu'il y aura bel et bien des élections, et du coup nous allons justement continuer dans cette dynamique, et bah, de campagne, et la victoire nous reviendra, Inch'Allah. Alors, Président Khadim, aussi, je vais vous poser un peu la même question. On a vu que c'est très rare que le Conseil constitutionnel va à l'encontre de ce que veut le chef de l'État, ou en tout cas le gouvernement. C'est ce qui s'est passé récemment et à deux reprises. Parce qu'aujourd'hui, en revenant encore sur cette même question, on est en train de partir à une élection que la mouvance présidentielle ne souhaitait peut-être pas. Donc, Ismaïla, vous savez, le Sénégal est un état de droit. Et dans un état de droit, il y a des corps de contrôle, il y a ce qu'on peut appeler communément des garde-fous. Donc, diriger un pays, ça ne veut pas dire que vous dirigez de la façon dont vous souhaitez. Et ces institutions sont fortes. Et nous sommes des républicains, raison pour laquelle nous avons respecté la décision qui nous est contraire du Conseil constitutionnel. Et le président a bien appliqué cette décision-là, a dit qu'il va le respecter, il va le suivre. Mais le Conseil constitutionnel ne définit pas la loi, il est le garant. D'accord ? Et c'est aux politiques de définir le bien vivre ensemble. Maintenant, une fois que les lois arrivent au niveau du Conseil constitutionnel, ils doivent veiller à ce que les nouvelles lois soient en accord avec la Constitution existante. Raison pour laquelle les candidats qui se trouvaient lésés ou se sentaient lésés avaient des droits de recours, et ils ont saisi le Conseil constitutionnel qui avait validé une vingtaine de candidats. Derrière cela, on a vu qu'il y avait des déclarations sur l'honneur qui étaient fausses. Le président de la République a reçu ces acteurs politiques-là qui sont en charge de constituer le paysage politique sénégalais et d'apaiser, parce que nous ne souhaitons pas aller à des élections et qu'au lendemain, ce président-là se trouve dans un conflit social très dur et une légitimité qui a des doutes. Raison pour laquelle le président a souhaité apaiser cela. D'où ce fameux dialogue, et sans pour autant décrédibiliser la décision du Conseil constitutionnel. Il y avait 3 points qui étaient posés. C'est-à-dire, quand est-ce que l'élection peut être faite le plus rapidement? Le dialogue avait proposé le 2 juin. Il y avait aussi, est-ce qu'on ouvre la liste des nouvelles candidatures? Et l'autre point, c'était de voir si, au-delà du 2 avril, comment la présidence devra être gérée. Est-ce que c'est le président qui continue ou pas? Donc nous sommes dans un état de droit. Le Conseil constitutionnel a tranché, raison pour laquelle le gouvernement en exercice, qui a le pouvoir exécutif à partir du président de la République, s'est mobilisé pour fixer une date le 24 mars et met en branle toute l'institution pour que les élections s'organisent de la meilleure façon et habituellement, comme on le fait au Sénégal. On va revenir un peu sur les 3 questions qui étaient débattues lors de ce fameux dialogue. Alors, le président de la République avait dit, lorsqu'il recevait les candidats spoliés, qu'il ne pouvait pas prendre de décision et que le Conseil constitutionnel était au-dessus de tout. C'est-à-dire que ces candidats qui étaient spoliés, le sort était scellé. Et lors du dialogue, on a discuté encore du sort de ces candidats et on a même vu qu'ils ont voulu réintégrer la candidature de M. Karim Wade. Est-ce qu'aujourd'hui, le président de la République n'a pas un peu aussi entretenu ce jeu pour que tout reste flou et que voilà, les lendemains ne soient pas aussi éclairés comme on l'aurait souhaité actuellement? Je ne pense pas. Quand vous dirigez une famille, vous avez des gens qui suivent la ligne. Il y en a d'autres qui ne suivent pas la ligne. Et dans ce sens-là, il est important de discuter avec tout le monde. Le dialogue, c'est pour une discussion inclusive et participative. Les candidats avaient le droit de présenter là où ils se sentent lésés, et le président, qui est le garant de la Constitution, c'est le chef suprême de la nation, il a l'obligation, c'est dans ses missions, de les recevoir et de les accompagner pour que leurs droits soient rendus. Mais il s'avère que dans notre propre Constitution, la décision du Conseil constitutionnel est irrévocable, on ne peut pas rediscuter ni l'amender, c'est une décision qui s'applique à tout le monde, à tort ou à raison. Ça ne veut pas dire que le Conseil constitutionnel a toujours raison, mais même si elle a tort,
mais tout le monde doit l'accepter. Raison pour laquelle les candidats, bien vrai qu'étant reçus par le président, écouter, être entendus, c'est un début de guérison. Et ce dialogue-là a permis que chacun puisse exprimer son point de vue, parce qu'il y avait des problèmes apparemment sur le fichage des parrainages. Il y avait des clés USB qui étaient vides, il y avait un processus qui, les gens sentaient que n'était pas du tout transparent pour tout le monde. Bien vrai qu'il y en a d'autres qui ont pu être validés. Mais ces gens-là devaient être écoutés, entendus. Maintenant, nous ne pouvons pas faire de l'éternel recommencement et le Conseil constitutionnel a pris des décisions et donc le président de la République doit le mettre en action. Alors, Moussa Niran, quelle a été la position du parti PUR concernant l'organisation de notre dialogue après une décision de reporter l'élection présidentielle? Oui, nous, au niveau de PUR, ceux qui nous connaissent savent que nous marchons sur des principes de base. C'est pourquoi, en voyant un peu le moment, nous savons dès le départ que ce n'était pas le moment du dialogue, le moment n'était pas opportun pour faire un dialogue. Du coup, nous avions refusé catégoriquement de participer à ce dialogue-là parce que pour nous, ce n'était pas vraiment représentatif et c'est tout simplement un dialogue qui va permettre. Moi, ce dialogue, je dirais que c'était plutôt un dialogue partisan entre des personnes voilà, qui sont proches ou beaucoup plus proches du président de la République, parce que ce dialogue, on ne peut pas parler de dialogue du moment que ce n'était pas représentatif, au moment où les candidats retenus étaient au nombre de 19, parce que les 16 candidats n'étaient pas là. Du coup, ce qui était là pour discuter de l'avenir du peuple, il n'y en a personne parmi eux qui pourra bien évidemment diriger le pays, si ce n'est peut-être le candidat de APR, Amadouba et Pontion, mais le reste du coup, il faudrait vraiment voir sur le plan de la représentativité. Et pour nous, ce qui est essentiel, c'est de respecter la décision du Conseil constitutionnel, comme l'a dit tout à l'heure M. Khadim. Sachant que la décision du Conseil constitutionnel est irrévocable. Du coup, vouloir organiser un dialogue, c'est quelque chose qui est paradoxal parce que tu sais que ça ne va rien donner du tout. Du coup, pour moi, c'était tout simplement un jeu politique pour permettre à Macky Sall, le président Macky Sall et son camp de mieux s'organiser et peut-être de favoriser des alliances politiques avec le PDS parce qu'en voyant un peu la loi qui est passée à l'Assemblée nationale, on peut se dire qu'il y a bien évidemment des calculs politiques derrière, mais la souveraineté appartiendra toujours au peuple. Du coup, pour nous, ce dialogue, c'était qu'un calcul politique. Alors, en tout cas, à l'issue de ce dialogue, le président de la République a communiqué que la date qui avait été retenue pour l'organisation de l'élection présidentielle, c'était le 2 juin, avant que le Conseil constitutionnel ne refasse une communiqué sur la situation. Est-ce que vous étiez prêt à aller à une élection le 2 juin? Nous, ce qui comptait pour nous, ce n'était pas vraiment un peu les compromis qui sortis de ces dialogues, mais c'était plutôt la décision du Conseil constitutionnel parce que la preuve en est que même s'ils ont soumis au Conseil constitutionnel une date qui est le 2 juin, cette date a été déclinée, elle a été refusée. Du coup, la seule date qui compte, c'était vraiment la date qui a été... Et bien évidemment, le Conseil constitutionnel aussi a pris ses engagements, a pris ses mesures, parce que le président, ne voulant pas donner une date claire, le Conseil constitutionnel avait proposé la date du 31 juin, parce qu'il fallait absolument qu'il y ait une élection avant la date du 2 avril, marquant un peu la fin du mandat du président de la République du Sénégal. Du coup, face à une telle situation et les crises que cela pourrait engendrer, s'il n'y avait pas d'élection, même ne serait-ce qu'un premier tour, pour assurer un peu la continuité de l'État, ça pourrait vraiment plonger le Sénégal dans un état où on ne sait même pas ce que cela pourrait engendrer. C'est pourquoi nous, on porte le PUR, on est logé et on est toujours dans la ligne du Conseil constitutionnel. Alors, le président Khadim, le président de la République qui convoque un dialogue, sur 19 candidats retenus, il y a 6 qui ont décliné son invitation et pourtant le dialogue a eu lieu et les conclusions de ce dialogue allaient être prises en compte s'il n'y avait pas la décision du Conseil constitutionnel. Est-ce que cela aujourd'hui ne donne pas raison à certaines personnes qui pensent que ce dialogue c'était
c'était tout simplement au moins pour une certaine classe politique, en tout cas, de colmater un deal contre le peuple sénégalais ou contre une certaine classe politique? Non, je ne pense pas, parce que le dialogue, c'est le président de la République qui l'a convié, c'est le premier des Sénégalais, donc il faut rester républicain. C'est le président de la République élu par une majorité des Sénégalais et cette confiance renouvelée une deuxième fois, parce qu'il est dans son deuxième mandat depuis 2019 et il a gagné beaucoup d'élections, il a fait un excellent bilan auprès de ses sympathisants sénégalais. Donc quand il convoque une rencontre, je pense qu'être républicain et devenir, ce dialogue était ouvert, était inclusif et participatif. Ceux qui sont là ont le droit de dire ce qu'ils veulent. La seule chose qui était imposée à ce dialogue, c'était le timing. Chacun avait 2 minutes 30 ou 3 minutes. Maintenant, à ce dialogue, il y avait l'opposition républicaine qui était là, il y avait les chefs coutumiers, les chefs religieux, puisqu'on a une société avec une forme de gouvernance qui est très hétéroclite, même s'il y a le pouvoir politique, mais nous avons d'autres systèmes qui permettent que le pays soit apaisé. Donc, le Sénégal est un pays de dialogue, on reconnaît cela. Donc, le président les a conviés. Les 16 qui ne voulaient pas venir, certainement, ils étaient dans des calculs, dans des stratégies politiques pour dire on va boycotter. Mais moi, je les appelle à continuer dans ce sens, que l'élection qui est fixée au 24 mars, qu'ils continuent à boycotter, et les Sénégalais éliront un nouveau président, et les institutions vont continuer de fonctionner, ils peuvent occuper la rue, mais nous sommes dans un état de droit, on ne peut pas paralyser ce pays-là. Maintenant, le président de la République a un mandat qui arrive à terme échu le 2 avril, et il doit organiser ses élections pendant qu'il a le pouvoir. Et le 2 avril, nous souhaitons que M. Amadou Bakr, notre candidat, remporte les élections au premier tour, que les Sénégalais puissent tourner cette page de petite crise, parce que le Sénégal n'a jamais connu ces difficultés-là. Maintenant, toute institution qui a une certaine exception, donc l'exception sénégalaise, on en est arrivé. L'idée, c'est que les Sénégalais se retrouvent et améliorer cela, mais pas avec un recul démocratique. Maintenant, le président a respecté cela, a pris ses responsabilités, sous l'injonction du Conseil constitutionnel qui a proposé le 31 mars. Donc, en chronologie, le dialogue national avait proposé le 2 juin. Le Conseil constitutionnel a jugé que le président ne peut pas fixer une date au-delà de son mandat limite, donc avant le 2 avril, et donc le Conseil constitutionnel a fixé le 31 mars, et le président, qui est un républicain, a proposé le 24 mars, et le Conseil constitutionnel a reconnu que c'est le président de la République qui a les prérogatives de fixer cette date, et donc adoube la date du 24 mars. Donc toutes les institutions à pied d'œuvre pour pouvoir que le 24 mars, les Sénégalais puissent aller voter sereinement, choisir leur futur président, parce que ça fait depuis longtemps qu'on en parle, depuis qu'on pensait que le président Macky Sall voulait un troisième mandat. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Maintenant, des sauts de crise sont provoqués, des boycottages sont provoqués, une opposition qui pense qu'à brûler le pays et casser les biens publics et privés, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. On est dans un état de droit. On avance. Est-ce qu'aujourd'hui aussi votre camp n'est pas un peu responsable de ce qui se passe actuellement? Parce que c'est le président de la République qui a pris la décision de reporter l'élection présidentielle. L'opposition est restée sur son camp, c'est-à-dire d'attendre la date qui avait été retenue pour partir en élection. Je suis désolé, mais le Sénégal, moi je viens du Parti socialiste, je suis toujours au Parti socialiste. Nous avons eu à gouverner le pays pendant 40 ans. Quand on l'a perdu, on a accepté l'alternance avec Abdoulaye Wade. Nous n'avons jamais été une opposition sauvage à l'Assemblée. Abdoulaye Wade l'a même reconnu pour dire que Ousmane Tanor Dieng est un homme républicain exemplaire. Parce que Ousmane Tanor Dieng veillait à ce que les députés aient un comportement honorable auprès de nos élus, de nos citoyens qu'on représente. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit comme opposition? Une opposition qui, dès qu'ils arrivent à l'Assemblée, c'est monter sur les tables, casser, frapper et boycotter. Il faut arrêter. On est dans une république, on doit le construire. Moussa Khadim pense que si nous sommes aujourd'hui dans cette situation, l'opposition en a une grande part de responsabilité. Vous en pensez quoi? Je pense que peut-être que c'est un discours un peu partisan. Moi, je comprends bien M. Khadim dans ses logiques. Mais même la communauté internationale condamne un peu la manière, parce que le président Macky Sall, il ne faut pas oublier, lorsqu'on l'avait élu en 2012,
des Sénégalais se sont sacrifiés, il y a des jeunes Sénégalais qui sont tombés au champ de bataille, rien que pour que la République puisse rester debout, pour que les valeurs constitutionnelles puissent rayonner partout, pour que le Sénégal puisse continuer aussi à être un état de droit, un état de démocratie où les citoyens sont libres de donner leurs opinions et à s'exprimer convenablement. Mais on a vu que depuis que le président Macky Sall est au pouvoir, ces droits, ces acquis démocratiques-là ont été vraiment limités. On a vu des médias qui ont été fermés, des opposants qui ont été réprimés, des manifestants qui ont été tués à des balles réelles et tout ça, ça a interpellé un peu et ça a un peu amené une situation où ce que c'est Moussa Fassi appelait l'ère d'Abdou Diouf. Il avait évoqué trois crises, crise de compétence, crise de confiance et crise d'autorité. Et je pense que c'est l'éternelle répétition de l'histoire, bien évidemment avec Macky Sall. Et sur la question du dialogue, je vais rebondir un peu avant de revenir sur la question, parce qu'il faut aussi comprendre que le Conseil constitutionnel ne veut pas demander au président Macky Sall de dialoguer. Il avait demandé de fixer une date pour que les Sénégalais puissent choisir librement l'homme qu'ils veulent mettre à la tête de la nation sénégalaise. Parce que le président Macky Sall, lorsqu'il a fixé le premier degré convoquant le corps électoral, il n'avait consulté personne, il n'avait pas convoqué un dialogue pour justement écrire nous allons fixer la date de l'élection présidentielle. Du coup, pourquoi vouloir convoquer un dialogue pour donner une date tout en sachant que fixer une date avant la fin de son mandat est quelque chose qui est obligatoire. Du coup, nous, on ne comprend plus notre président. Et sur le cas de l'opposition, on dit que l'opposition est violente, mais on sait vraiment qui est violent dans ce pays-là, au Sénégal. Et pour vous, c'est qui? Mais c'est le gouvernement. Parce qu'au Sénégal, il y a l'hyperprésidentialisme. Le président, il mobilise quand il veut l'Assemblée nationale, il mobilise quand il le veut les institutions judiciaires, il mobilise quand il le veut les institutions un peu la police, l'armée et tout pour tuer son propre peuple. Je pense que voilà, bientôt il va partir et avec le président Ali Mamadou Dia, nous aurons vraiment une nouvelle vision pour le Sénégal. Parce que avec ce Sénégal-là, les gens ont même peur maintenant de s'exprimer dans les médias. Tu donnes ton point de vue, tu donnes ton avis, tu dis que moi je ne suis pas d'accord avec la politique de Macky Sall, moi je ne suis pas d'accord avec tout sa mode de gouvernance, je ne suis pas d'accord avec le ministre de la République ou bien je ne suis pas d'accord avec un député, mais à chaque fois tu reçois des menaces, même on parle des menaces de mort et tout, mais on a vu même des députés qui menacent d'utiliser je sais pas, des haches ou bien des coups de machette contre les opposants et tout. Du coup, c'est vraiment, on sait que la violence même, c'est institutionnel, c'est l'usage des institutions pour tout simplement à des fins politiques, pour pouvoir tout simplement lutter contre les opposants. Et je pense que voilà, l'État doit revenir à la raison, mais il lui reste peu de temps. Alors, avant de donner encore la parole à Khadim, vous avez 10 jours pour convaincre les Sénégalais, pour partager votre programme avec le peuple sénégalais. Est-ce que vous pensez que ce timing est opportun pour l'opposition? Que 10 jours de campagne? Oui, bah, on peut dire que le timing est un peu limité, mais je pense que nous, au niveau de PUR, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Depuis que le président de la République a sorti son décret convoquant le conseil, Le corps électoral? le corps électoral et le conseil constitutionnel aussi a validé la liste des candidats qui devront se présenter à l'élection présidentielle et l'ouverture des campagnes électorales aussi. Nous, depuis lors, on avait déjà commencé à faire notre campagne. Du coup, pour nous, le PUR, même si les élections étaient vraiment pour demain, Vous êtes prêts? nous sommes prêts et nous avons rencontré les Sénégalais et notre candidat Ali Boudia, qui est vraiment un homme qui ne cesse de conquérir les électorats sénégalais, tant au niveau national que de la diaspora. D'ailleurs, il faut rappeler qu'il a été aussi ici à Bordeaux, il a été bien accueilli par les associations sénégalaises ici à Bordeaux. Et aussi, on a eu l'occasion d'avoir la réponse favorable de certains partis politiques aussi, qui ont de l'opposition bien évidemment, qui ont pu venir assister à ces rencontres qui a été vraiment bénéfique. Et il faut mettre surtout l'accent sur le profil du candidat. Par exemple, nous, au niveau de PUR,
On sait que le premier... On va revenir un peu sur les profils. Ouais, je vais relancer un peu Khadim, parce qu'il a parlé donc, de la campagne électorale. Votre candidat Amadou Ba, qui était jusqu'à il y a 2 jours le Premier ministre de la République du Sénégal, était chargé de ses fonctions de Premier ministre. D'aucuns qui pensaient qu'officiellement, certains membres du gouvernement n'étaient pas unanimes, en tout cas quant au choix de la candidature d'Amadou Ba, pensent aujourd'hui que c'est un coup contre votre candidat. Est-ce que vous êtes de cette même logique? Non, pas du tout, parce que M. Amadou Ba est le Premier ministre actuel. Une élection présidentielle, c'est une organisation très lourde. Il nous reste une dizaine de jours pour pouvoir réussir cette élection-là. Et donc, le président de la République a souhaité que M. Amadou Ba se consacre véritablement à cette campagne pour que ce soit une triomphe au soir du 24 mars. Raison pour laquelle il a été déchargé de sa fonction de Premier ministre et le président de la République lui a renouvelé sa confiance et nous sommes dans une coalition. Donc, M. Amadou Ba a été investi par tous les partis de cette coalition-là, dont particulièrement le Parti socialiste avec un congrès d'investiture. Et M. Amadou Ba est donc notre candidat pour cette élection. Là, il est davantage plus libre à occuper le terrain politique, à aller rencontrer les Sénégalais, leur présenter son projet d'avenir pour le Sénégal, un Sénégal apaisé, réconcilié avec lui-même, mais avec des actions concrètes. M. Amadou Ba, il maîtrise le plan Sénégal émergent qui a fait beaucoup de résultats actuellement au Sénégal, mais il va l'accélérer parce qu'il y a une pression sociale. On a une population jeune très dynamique qui ont envie de travailler et de réussir leur carrière personnelle et professionnelle, raison pour laquelle il faut confier ce pays-là à des gens qui ont une expérience, une expertise. Il ne faudrait pas que les Sénégalais tombent sur on change pour changer. Parce que quand vous savez, au Sénégal, c'est sous Serigne Fallou Mbacké. C'est le dernier khalife général qui a donné un ordre à ses talibés pour voter un candidat sous Senghor. Depuis, personne ne le fait plus. Les Sénégalais ont gagné leur acquis démocratique. Et je voudrais rappeler les Sénégalais qu'il ne faut pas qu'ils restent sous la tutelle d'un leader politique qui va leur dire « prenez l'autre » comme s'ils savaient ce qui va se passer demain. Personne ne le sait. Donc, il faut que les Sénégalais choisissent. C'est ce qui s'est passé avec la candidature d'Amadou Ba. C'est le président Macky Sall qui a choisi le candidat Amadou Ba avant de le proposer aux membres de la coalition Benno Bokk Yakaar. Alors, je vais expliquer le processus en 2 minutes. Nous sommes dans une coalition de partis avec 99 partis et des mouvements affiliés. Donc, ces mouvements et ces présidents de chefs de parti ont demandé à leur base. Leur base les ont donné confiance à discuter entre les leaders. Et au sein des leaders, ils ont convenu à ce que M. Macky Sall choisisse parmi les candidats. Mais pour cela, on ne lui demande pas de choisir tout seul. On a défini des critères pour que ceux qui veulent être candidats pour notre majorité présidentielle puissent postuler. Amadou Ba avait postulé, Abdoulaye Daouda Diallo, Ali Ngouille Ndiaye et d'autres et d'autres. Donc, c'est sur une présentation d'une candidature. Donc, ça a été examiné et nos grands responsables, puisqu'ils avaient déjà notre mandat pour décider, ont discuté, ont rencontré avec tous ces candidats et Amadou Ba était celui qui en sortait le plus. Donc, s'il avait le vote des grands électeurs, c'est les grands électeurs qui ont voté pour Amadou Ba et c'est ainsi qu'il a été décidé. Macky Sall n'a pas sorti du chapeau Amadou Ba. Il y avait 4 ou 5 autres candidats qui ont été triés sur le volet et nos grands électeurs ont voté pour ça. Amadou Ba, il représente celui qui peut rassembler le plus notre majorité, jusqu'à 99 partis. C'est lourd, les mouvements affiliés, c'est lourd, mais il nous faut un homme d'expérience. D'expérience pour le Sénégal, parce que le Sénégal est un sujet sérieux, nous n'allons pas le confier à quelqu'un sous un coup de tête. Aujourd'hui, on voit un opposant comme Ousmane Sonko, il décide que c'est Diomaye. Le parti PASTEF n'existant plus, ils ne se réunissent pas, ils ne réfléchissent pas ensemble, ils ne posent pas les motions. Qui sont les candidats à l'intérieur? Mais c'est lui tout seul qui décide. Et le Sénégal doit éviter cela. Si depuis 1968, les Sénégalais ont acquis cela pour que les chefs religieux ne donnent plus un ndigal, donc aujourd'hui, si c'est un responsable de parti qui donne un ndigal, c'est un vrai recul démocratique. Je pense que nous, au Parti Socialiste, juste pour terminer sur cela, au Parti Socialiste, notre secrétaire général, Aminata Mbengue Ndiaye, il a proposé à toutes les coordinations, qu'est-ce que vous pensez de l'investiture d'Amadou Ba?
Et chaque coordination se réunit et discute et décide. On fait un congrès d'investiture, les 14 régions sont venues présenter leurs conclusions, s'ils sont d'accord pour Amadouba ou pas. Et après, on vote. Et quand on a voté, une assemblée générale. Les gens ont voté et Amadouba est devenu officiellement le candidat du Parti socialiste. C'est comme ça que ça se passe. Et je pense que dans tout parti régulièrement constitué, il n'y a pas un seul homme qui prenne la décision. On est dans des textes et quand vous êtes membre, vous avez des droits et des devoirs. Vous pouvez choisir qui est votre leader et ne pas craindre de dire je ne suis pas d'accord tout en restant dedans pour qu'un débat démocratique constructif puisse se faire à l'intérieur. Et le Sénégal a gagné cela. On y reviendra. Mais je voudrais juste, Ismaël, si tu me permets, 2 minutes. 2 minutes d'ailleurs. Le Sénégal est un état de droit. Les institutions, si vous êtes en phase avec la loi, ils ne viendront pas vous chercher. Les casseurs qui sont des casseurs ne sont pas des prisonniers politiques. Ils sont allés faire du tort à un tiers et l'état de droit s'est appliqué sur eux. Donc, qu'on ne vienne pas dire qu'il y a des gens qui disent, aujourd'hui on est là, on dit ce que l'on veut. Moi je viens du Sénégal il n'y a même pas un mois, en janvier, personne ne m'a emprisonné, je respecte les règles et il y a des Sénégalais qui vivent là-bas tous les jours qui respectent les règles. Mais si vous ne respectez pas les règles, la loi s'applique à vous, donc vous ne venez pas dire que vous êtes un opposant politique. Par contre, les journalistes aussi ont des devoirs de secret de défense. Vous ne pouvez pas sortir dans les journaux tout ce que vous voulez. Dans tous les pays, il y a secret défense. Alors, on va parler un peu de la situation, en tout cas judiciaire, parce qu'il y a cette loi sur l'amnistie. Mais avant cela, Khadim énumérait un peu, en quelque sorte, les compétences du candidat de la mouvance présidentielle, M. Amadouba, qui était Premier ministre de la République. Il dit qu'il maîtrise bien le plan Sénégal émergent, qu'il compte, en tout cas, continuer s'il gagne l'élection présidentielle. Jusqu'à quelques mois, votre candidat Ali Mamadou Dia n'était pas connu du grand public. Est-ce qu'aujourd'hui, le choix de porter votre candidature sur cet homme répond à des critères de compétence et voilà. Est-ce que c'est l'homme de la situation pour vous? Oui, merci Ismaël pour cette pertinente question. Et le choix de Ali Mamadou Dia révèle justement qu'au sein du Parti PUR, il y a une démocratie qui règne. Parce que contrairement aux autres partis politiques, nous on fait partie des rares partis politiques, si ne serait-ce que le seul d'ailleurs au Sénégal, qui part en congrès tous les 4 ans. Tous les 4 ans, le Parti PUR part en congrès pour renouveler ses instances de base. Et ces instances de base-là, on peut citer entre autres les cellules, les sections, les fédérations et tout, et après aussi les responsabilités au sein du directoire. Et revenons un peu sur la candidature, sur le candidat Ali Mamadou Dia. On sait qu'au sein du Parti PUR, le premier homme, comme on a l'habitude de le dire, c'est Moussa Fassi. Lui, il n'est pas parti, il ne s'est pas déclaré candidat. Le deuxième, c'est Cheikh Ahmed Tidiane Youm, qui d'ailleurs, il y a beaucoup de Sénégalais qui disaient pourquoi pas le choix sur Cheikh Ahmed Tidiane Youm, vu qu'il était l'homme le plus connu qu'Ali Mamadou Dia. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas les postes, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas non plus les militants très très engagés du parti, mais c'est de regarder les enjeux de l'heure. Quel type d'homme, quel type de profil le Sénégal a besoin aujourd'hui pour pouvoir se hisser au rang des grands pays. Et c'est pourquoi le président du parti, Cheikh Mohamed Moussa Fassi, avait chargé au directoire et certains responsables de faire un choix sur les candidats. Et après avoir leur donné cette commande, cette liberté de faire un choix consensuel, ils sont retournés vers lui pour lui dire, cher président du parti, nous, on est membre du directoire, on connaît la politique, aussi on est militant du PUR, mais nous savons que vous maîtrisez plus la situation politique du pays et vous avez une culture politique qui est beaucoup plus assez profonde que les nôtres. C'est dans ces raisons que M. Fassi les a dit d'attendre et lui, il va voir. Et il a porté son choix sur Ali Mamadou Dia, qui est militant du PUR depuis 2018. Il s'est adhéré au niveau du parti PUR. Au PUR même, on ne dit pas adhérer, on dit engagement parce qu'il y a une différence entre s'engager pour une cause et adhérer pour une cause. Et vu qu'il est depuis militant en 2018, mais ses fonctions internationales ne le permettaient pas de militer pour un parti politique, c'est sous cette logique que lorsque le président du parti l'a appelé, il a répondu à l'appel et il a démissionné pour un poste comme représentant PNUD
où le salaire minimum, c'est 8 millions de francs CFA par mois. Est-ce que vous pensez que c'est un sacrifice pour la nation? Oui, c'est un sacrifice énorme parce aller aux élections présidentielles, c'est comme si tenter à faire un jeu. Rien ne te garantit que tu vas gagner les élections. Du coup, rares sont les Sénégalais qui sont capables de laisser leurs privilèges à la fois international ou bien quelque chose qui est un peu financier, sur des postes stratégiques pour répondre à la nation. Et lui, il l'a fait. Et revenons sur son profil. Monsieur Khadim Ndoye a parlé tout à l'heure d'expérience et d'expertise. Et je pense qu'en prenant d'expérience et d'expertise, Ali Mamadou Dia, c'est le meilleur profil de tous les candidats. Parce que lui, c'est un homme de développement, mais il n'a pas une vision un peu unidirectionnelle. C'est quelqu'un qui a des expériences qu'on pourrait qualifier un peu de transversales. Il a travaillé pendant 20 ans sur le développement. Il a intervenu sur presque 50 pays à travers le monde, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique ou bien en Asie, et intervenir dans des situations de crise et permettre à certains pays qui ont confronté à des problèmes de crise économique ou de crise sanitaire ou de crise même climatique, de les aider à se redresser. Du coup, moi je pense qu'une personne comme ça, qui a permis à d'autres pays de redresser leur économie, si on lui donne le plein pouvoir au Sénégal, vraiment le Sénégal va être un pays développé et il a une vision politique qui le distingue des autres parce que lui, il est plus un technocrate, comme il a l'habitude de le dire. Moi, je ne peux pas faire de promesses électorales. Derrière lui, rien qu'en l'écoutant, il n'est pas dans des calculs politiciens, il n'a pas la posture d'un politicien, mais il a la posture de quelqu'un, d'un chef d'État qui veut vraiment diriger le pays et dans sa vision. Regardez Ali Mamadou Dia. Au Sénégal, dans les coalitions, la majorité des partis visent sur les partis déjà existants, sur des partis politiques, sur des personnalités qui sont très célèbres. Mais lui, depuis qu'il est arrivé, il a fait le tour du Sénégal, aller à l'intérieur du pays, établir un programme. Bien évidemment qu'avant Ali Mamadou Dia, il y avait le secrétaire général Cheikh Ahmed Tidiane Youm et les autres membres du parti qui ont vraiment fait un peu le tour du Sénégal à travers Dox Jom 2024. Mais Ali Mamadou Dia, en venant, il a repris ce programme, il a fait le tour du pays pour établir ce qu'on appelle un programme participatif. Merci beaucoup, Moussa. On va terminer ce chapitre par cette question, parce que beaucoup pensaient qu'au sein du parti PUR, toutes les décisions sont prises par Sir Mohamed Moustapha Sy. Alors, vous venez d'expliquer le processus du choix de votre candidat. Est-ce que cela, voilà, le président Senghor disait que les Sénégalais sont habitués au génie du verbe parler. Et le problème d'un Sénégalais, c'est souvent de s'intéresser à ce qu'on dit sur l'homme, mais de ne pas s'intéresser sur l'homme lui-même. Mais Seydi Moustapha Sy, il est un exemple parfait de démocratie, il est un prototype parfait d'un Sénégalais, d'un modèle de citoyen. Et il fait partie parmi ces rares hommes politiques qui sont engagés pour défendre le peuple. Il faut pas oublier que Seydi Moustapha Sy, il est un contre-pouvoir. Il a été toujours un contre-pouvoir, il s'est toujours rangé du côté du peuple. Au temps d'Abdou Diouf, il a été un contre-pouvoir. D'ailleurs, c'est ce qui lui a valu d'aller en prison parce qu'il s'était engagé à côté de Maître Abdoulaye Wade. Voilà, et au moment où il a cité ces trois crises-là, crise de logique, crise de confiance, crise d'autorité et crise de compétence, et c'est par là qu'on lui a emprisonné. Mais revenant toujours sur l'homme, c'est Moustapha Sy. Si c'était seulement des privilèges qui l'intéressaient, bien évidemment, lorsque le président Abdoulaye Wade avait accédé à la magistrature suprême, il pourrait demander des postes, mais il a pris ses distances, surveiller un peu la manière de gouvernance de l'État. Et il a commencé à critiquer comme il le faisait avec Abdou Diouf. Et avec Macky Sall aussi, c'est pareil. Du coup, nous, on a un homme qui est vraiment démocratique, qui est pour la concertation. D'ailleurs, il ne se mêle pas trop souvent sur tout ce qui est politique, mais il a toujours son mot à dire à ce qui concerne le Sénégal et les Sénégalais. Merci beaucoup, Moussa Nguirane, qui est le secrétaire général de la cellule sud-ouest du Parti PUR, de la section sud-ouest du Parti PUR, et Khadim Ndoye, coordonnateur général de la coalition Benno Bokk Yakaar. On va terminer par une question d'actualité. Khadim, aujourd'hui, on parle beaucoup de cette loi sur l'amnistie, et certains pensent que le gouvernement est en train, ou bien certains membres du gouvernement sont en train de protéger leurs arrières. Qu'est-ce que vous pensez exactement en tant que leader de cette coalition, de cette loi sur l'amnistie?
Je pense que aujourd'hui, la situation sénégalaise elle est tendue parce que depuis quelques années, depuis 2021, nous avons eu une opposition euh, qui n'est pas du tout républicaine, qui a toujours pensé que faire la violence de la rue était la solution pour s'opposer. Quand ils ont perdu les élections, ou bien quand ils s'opposent à un projet de loi à l'Assemblée nationale, ils pensent que c'est la violence qui va régler le problème. Et donc, les institutions étant des institutions républicaines, ont joué leur rôle de pouvoir pacifier l'espace public. Et donc, il y avait eu des arrestations. Et je pense que ces arrestations, il y en a eu un certain nombre qui étaient venus manifester, qui ne sont pas forcément politisés, qui ne sont pas forcément dans l'esprit de brûler, mais par effet de masse sont rentrés dans cette dynamique et ont causé des torts à des tiers. Donc depuis quelque temps, ces casseurs ou ces agresseurs ont été retenus par la loi et pour pacifier tout cela, l'État, comme l'a exprimé la ministre de la Justice, Mme Esther Talsal, qu'il faut désengorger aussi les prisons parce que l'État n'avait pas prévu de retenir autant de personnes. Et Khadim, donc, on les... ce qui est impressionnant, c'est qu'on pensait qu'on allait d'abord passer à une étape de situation de responsabilité, savoir qu'est-ce qui s'est passé, parce que n'oublions pas qu'il y a eu des morts d'hommes. Plus d'une vingtaine de Sénégalais ont perdu la vie lors de ces manifestations depuis 2021. Est-ce qu'il ne fallait pas d'abord situer les responsabilités avant de parler d'amnistie? Je pense que tous les gens qui ont été libérés récemment, les enquêtes en cours avaient révélé que ce ne sont pas des crimes, ce ne sont pas des criminels du sens pénal et qu'ils ont tué des gens ou quelque chose de ce genre. Donc, leur dossier permettait qu'une autre forme de punition sans prison puisse se faire, et raison pour laquelle ça a été fait. Mais quand on arrive en fin de mandat, et aussi pour léguer ce pays à des citoyens qui puissent rebondir et continuer à construire ce pays-là, le président Macky Sall, a souhaité pacifier l'espace politique. Raison pour laquelle il y avait une loi d'amnistie qui avait été proposée. Et cette loi d'amnistie, paradoxalement, je pense que vous avez fait la remarque comme tous les journalistes, quand il y avait un projet de loi pour abroger le mandat du président avait été proposé à la loi. L'opposition non républicaine avait empêché les débats, avait même violenté, et la gendarmerie était intervenue pour les exclure. Paradoxalement, cette loi d'amnistie, il n'y a pas eu de rébellion, ça s'est bien passé, et d'ailleurs la loi a été votée, il reste que le président de la République puisse le promulguer pour que ce soit une loi qui soit appliquée. Quand on élit un président, nous sommes contre l'hyper-présidentialisme. Donc, on ne peut pas donner à un président une carte blanche de diriger un pays comme il veut. Et raison pour laquelle il faut le commencer dans nos propres partis. Et les partis doivent être les antichambres de construction de la démocratie. Parce que le Sénégal est très hétéroclite. Nous n'avons pas tous les mêmes religions, ni les mêmes confréries, ni les mêmes aspirations de vie, ni les mêmes choix de vie. Et tout cela, pour les concilier, il faut des cadres de concertation et d'opposition d'idées pacifiés. Mais si on ne le crée pas à la base et qu'on arrive au sommet, c'est une forme de dictature qui va rimer à une tyrannie. Et le n'acceptera pas que le Sénégal puisse tomber dans ces mains-là. Je pense que la majorité des Sénégalais qui lui ont fait confiance sont dans cette direction, raison pour laquelle un candidat comme Amadouba, tempéré, responsable, connaît l'État et travailleur, je pense que c'est le meilleur choix pour le Sénégal. Alors Moussa Guirane, c'est quoi aussi votre avis sur cette loi d'amnistie qu'évoque aujourd'hui le président de la République? Oui, je pense que cette loi a été prononcée au sein de la sphère médiatique. Tout le monde a vu la position des députés du PUR, que ce soit en commission d'enquête parlementaire et au niveau de la plénière. Le parti a dit non, a refusé catégoriquement à cette loi d'amnistie. Parce que, bien évidemment, que les députés ont été élus par le peuple. Mais il ne faudrait pas aussi oublier qu'il y a beaucoup de Sénégalais. Aujourd'hui, il y en a même certains qui disent 60 qui ont été tués au cours des événements qui ont eu malheureusement sous la gouvernance de Macky Sall. Et jusqu'à maintenant, ces dossiers-là, même si on nous dit qu'il y a
des affaires juridiques, il y a des enquêtes qui sont en train d'être menées et tout, on n'a jamais vu de résultat. Du coup, la famille ou bien les familles de ces personnes-là ont le devoir, mais surtout le devoir de connaître un peu ce qui est arrivé à les responsables, les coupables de tout ces affaires. Et revenant sur ce que disait tout à l'heure M. Khadim, les casseurs. Mais on peut se demander aussi qui recrute les nervis. Parce qu'au cours des événements qui se sont passés au Sénégal, on a vu des personnes qui ne sont pas membres de la police. On a vu même des pick-up qui sortent du siège d'un parti politique et des personnes armées jusqu'aux dents, comme on le dit, qui tirent souvent sur des manifestants. On se rappelle tous du fameux numéro 10, je ne sais pas, 9, qui était là. Et au cours de ces événements, il y a beaucoup de jeunes Sénégalais qui ont été tués. Alors, est-ce que cela veut dire que vous pensez qu'il fallait d'abord élucider tout ce qui s'est Oui, passé? c'est ça notre logique. Et le pardon ne revient pas aux 100 et quelques députés qui sont à l'Assemblée nationale, même s'ils sont représentatifs et tout, mais ils n'ont pas concerté le peuple. Est-ce que le peuple, par rapport à cette question-là, on les a concertés? Est-ce qu'on les a demandé leurs avis? Est-ce que les parents des victimes, la famille des victimes, est-ce qu'on les a demandé leurs avis? Est-ce qu'on a eu le temps nécessaire pour mener des enquêtes pour pouvoir vraiment que cette affaire puisse être élucidée? Merci beaucoup, Moussa Nguirane. On va terminer donc sur cette question. Khadim, si vous avez quelque chose à rajouter. Oui, non, mais je pense que la source de la cause, c'est les politiques qui ne sont pas responsables, qui organisent des manifestations non autorisées, qui appellent les jeunes à occuper la rue et qui leur demandent de casser, qui leur demandent même d'aller cambrioler les maisons de responsables politiques du régime en cours, parce que supposer que l'argent des compatriotes sénégalais sont là-bas. Donc les premiers responsables, c'est les politiques. Paradoxalement, ces politiques-là, il n'y en a aucun de leur famille qui est touché. Aucun. Tous sont bien protégés, leurs familles sont souvent à l'étranger. D'ailleurs, quand on voit que même quand ils sont barricadés, ils demandent que leurs enfants puissent aller à l'école. À ce même moment, on demande aux autres jeunes d'occuper la rue, de casser et de ne pas aller à l'école. Donc, une opposition doit rester républicaine. C'est les suffrages des Sénégalais qui décident qui sont nos responsables. Nous, le Parti socialiste, on a connu le pouvoir, on l'a perdu, on est resté une opposition républicaine, on est reparti dans l'opposition 12 ans, on est allié programmatique et politique avec l'APR et on a travaillé pour ce Sénégal apaisé pendant 12 ans. On n'a jamais vu un responsable politique du Parti socialiste se battre à l'Assemblée nationale, ni insulter dehors, ni menacer les gens. On fait une demande de manifestation, s'il est autorisé, on le fait. Et il y a des règles au Sénégal, il faut que chacun sache que les dégâts ne sont pas ciblés que pour la majorité. Tous les Sénégalais seront perdants. Donc nous avons intérêt à travailler dans un esprit républicain et dans le respect de chacun pour construire ce pays-là dans la même dynamique que nous avons. Merci beaucoup Khadim Daye. Merci beaucoup Moussa Nguirane. C'était le rendez-vous de la diaspora sur votre chaîne Sénévision. Le débat va continuer parce qu'on a 10 jours de campagne électorale. Et si vous êtes à l'écoute ou si vous nous suivez et que vous avez envie de participer à ce débat, c'est le moment de venir nous rejoindre. Rendez-vous très bientôt sur votre chaîne Sénévision et dans votre émission Les Rendez-vous de la diaspora. Au revoir et à très bientôt. Merci pour votre attention.